donc entamer cette troisième masterclass. Je vous rappelle un petit peu le principe de la masterclass, ou en tout cas tel qu'on l'a conçu. L'idée, c'est d'organiser un vrai échange entre quelqu'un qui a déjà derrière lui quelques années, on va dire, pour pas être trop méchant, quelques années de parcours et de carrière immobilière, et de faire un échange qui est vraiment un échange direct, sincère, profond sur en gros ce qu'il a vécu et pas du bullshit sur la beauté de sa boîte et tout ça dont on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'on le remercie de nous prêter l'amphithéâtre à chaque fois, mais sinon au-delà de ça, c'est pas tellement ce qui est intéressant. Et on a simplement essayé de faire ça parce qu'on a pensé que c'était intéressant d'essayer de comprendre comment on pouvait tous à la fois profiter du parcours des autres, essayer d'échanger, de comprendre ça, et aussi comment quelqu'un comme Olivier aujourd'hui, qui a un certain parcours, peut aussi profiter dans l'échange qu'il fait avec des gens qui sont un peu en train d'essayer d'entamer le même chemin. Pour essayer que les choses se fassent de façon la plus simple possible, on a conçu ça avec une première phase où on a en fait deux types d'entretiens. Un entretien un petit peu plus sur la carrière et sur les choix, et un entretien un peu plus personnel. Et ces deux entretiens ont simplement pour but de vous faire un peu entrer dans la sphère personnelle d'Olivier pour pouvoir après plus simplement poser directement des questions. Donc la troisième partie est très très importante pour nous. Et c'est celle qu'on attend vraiment, c'est celle vraiment de l'échange et des questions qui commencent là et qui pourront se poursuivre après si vous le souhaitez. Donc je vais passer la parole à Gaël qui va commencer. Merci Lalou. Alors on démarre sur une première petite partie, un quart d'heure, 20 minutes. On va essayer de retracer la carrière d'Olivier Piani et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par les études. D'abord, nous rappeler un petit peu le parcours, les études, et puis qu'est-ce qui vous a amené à faire telle ou telle école? Il faut que je commence dès le début? On peut commencer à partir du premier diplôme. Non, le premier diplôme, c'est le bac. J'ai réussi à l'avoir. J'ai quand même là, et ça pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un signe d'espoir. J'ai quand même, entre la 6e et la terminale, j'ai réussi à redoubler 2 fois. Et je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont réussi à redoubler 2 fois. Et en plus, les 2 classes que j'ai redoublées, j'ai jamais trouvé personne qui avait redoublé ces 2 classes-là. C'est la 5e et la première. Ah si, moi j'ai redoublé la première. Mais pas la 5e. Non. Donc voilà, donc ça c'est juste pour donner espoir à certains d'entre vous qui ont pu redoubler en étant au lycée. Malgré ça, je suis arrivé à 18 ans et j'ai passé mon bac, donc j'ai eu mon bac. Sortant de là, n'étant pas un très bon élève, il n'était pas question pour moi de faire maths sup ou des choses comme ça. Et donc prépa HEC à l'époque semblait quelque chose de faisable. Il y a très longtemps, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Donc j'ai fait ça, j'avais quand même un certain appétit pour je sais pas quoi, l'économie, le business ou des choses comme ça. Et donc je suis rentré à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, qui est d'ailleurs la seule école de commerce parisienne. Les autres sont des écoles de banlieue. Je vous rappelle que HEC est sur le plateau de Saclay. On ne sait pas très bien où c'est Saclay d'ailleurs, et quand on veut y aller. Et quant à l'ESSEC, c'est Cergy-Pontoise, et ça on ne sait pas non plus très bien où c'est. Donc la seule école de commerce à Paris, c'est l'ESCP. Et j'espère que certains d'entre vous y ont été ou y sont. Je vous recommande ça. Ça commence à flinguer. Après? Non, absolument pas. Alors, la seule chose d'intéressante que j'ai fait à l'ESCP, enfin, j'ai fait plein de choses intéressantes, mais la seule chose marquante, je dirais, c'est que j'ai fait un stage aux États-Unis pendant 4 mois. Et ça, quelque part, ça a eu une influence profonde sur ce que je vais faire par la suite. J'ai passé 4 mois à travailler. Alors, pourquoi j'ai réussi à avoir ce stage? Parce que j'ai rencontré des gens c'est toujours comme ça, des histoires de stage. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 mois dans une boîte américaine qui s'appelait Crown Zellerbach à San Francisco, une société de papier, à faire du contrôle de gestion et de la finance. Mais c'était ma première approche des États-Unis et du monde américain. Ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je sais que j'ai l'air très vieux, Lalou. Non, on n'est pas en 1925, on est en 1977. J'ai fait l'ESCP, donc je suis né en 54. J'ai fait l'ESCP entre 74 et 77, donc là on est en 77. À la suite de ça, à l'époque, il fallait toujours faire son service militaire. Je sais bien que je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est quand même ça. Et quand on avait fait une école de commerce parisienne, on pouvait postuler à faire autre chose que d'aller dans l'armée pendant un an. Sur le pitre en Allemagne. Voilà. Donc j'ai fait autre chose et donc j'ai eu la chance d'avoir une offre de job. Et quand on en a une, il n'y en a qu'une et on a intérêt à la prendre, pour aller travailler chez un conseiller commercial à Toronto au Canada. Donc je suis parti après l'été 77 avec 2 valises pour aller vivre pendant 1 an et demi à Toronto au Canada. Donc j'avais jamais, à part 4 mois de stage aux États-Unis, j'avais jamais vraiment travaillé. Je ne connaissais pas le Canada non plus. Je parlais anglais, ce qui quand même sert quand on veut aller vivre à Toronto. Et donc ma première expérience professionnelle réelle, sérieuse, ça a été de travailler
pendant 1 an et demi à Toronto, au Canada. Donc, chez un conseiller commercial, qu'est-ce qu'on fait? On aide les Français à exporter au Canada et on essaie de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, c'est pas très très compliqué. Où on monte des expositions ou des choses comme ça. Donc, c'est pas. Sur les études, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je travaillerais sûrement un peu plus en prépa pour essayer d'aller dans une des écoles mieux classées en banlieue. Je suis honnête au moins. Début professionnel, on a vu. Donc j'ai pas fini mes études parce que, ayant fini de faire ça, je me retrouve à 25 ans célibataire, ayant fini mes presque 2 ans à Toronto, ayant beaucoup aimé l'Amérique du Nord, et je me dis bon, qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie? Alors j'avais le choix de rentrer à Paris travailler, de trouver un job éventuellement aux États-Unis, et je me suis dit il est peut-être temps que j'aille faire des études un peu sérieuses. Et donc j'ai essayé, je me suis inscrit dans des business schools américaines et j'ai été reçu à plusieurs. Et donc j'ai décidé d'aller à Stanford en Californie où j'avais donc déjà été 2 ans auparavant. Et donc les 2 années d'après, je les ai passées à faire un MBA à Stanford Business School, ce qui est aussi un événement important et marquant dans ma vie professionnelle et qui, même aujourd'hui, je pourrais donner des exemples de pourquoi 20 ans ou 30 ans plus tard. Pourquoi Stanford et qu'est-ce qui... Pourquoi Stanford? Parce que ça n'avait de sens pour moi, en tout cas dans l'analyse que j'ai faite, d'aller faire une business school américaine que dans les top 3 ou 4, sinon de retourner dans une école de banlieue, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc la Californie et la côte ouest, c'est quand même très différent de tout ce qu'il peut y avoir sur la côte est. Il y a des très bonnes écoles, hein, Wharton, Harvard, tout ça, c'est des très bonnes écoles, mais c'est pas le même monde, et donc ça m'avait beaucoup plu. Et donc voilà, c'est un choix de lieu et de culture plus que de. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui était vraiment bluffant? Si vous voulez des choses bluffantes, je vais vous donner 2 exemples de choses bluffantes. En première année, il y avait un type assez sympa, un Américain grand, fort, comme ce sont les Américains, qui était avec nous en classe. Puis il n'est pas revenu la 2e année. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Des types qui viennent en première année à Stanford Business School et qui ne viennent pas la 2e année. Et il n'est pas revenu en 2e année parce qu'il avait un copain de son collège qui s'appelait Bill Gates. Et il est parti et aujourd'hui, c'est le président de Microsoft. Donc c'est assez bizarre de se dire qu'un type qui était là était. Donc ça, c'est une première histoire. Et la deuxième histoire, enfin, c'est pas une histoire, c'est vrai. Et la deuxième histoire, c'est que il y a un type qui est venu dans une classe de small business, nous raconter ce qu'il faisait. Il était en train de fabriquer des ordinateurs dans un garage, et ce type, il s'appelait Steve Jobs. Et tout ça, c'est pas du blague, c'est la réalité de ce qui se passait à l'époque en Californie au début des années 80, au début des années 90. Non, au début des années 80, pardon, 79-80, au début des années 80. Voilà, donc j'ai des mettez les dates que vous voulez, de toute façon, Lalou ne note pas. Je reviens un peu, premier jour au bureau. Donc sortant de là, il fallait quand même que je me mette à travailler. J'avais 27 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sachant pas très bien dans quelle industrie où je voulais aller, j'ai fait comme 35% des gens qui étaient dans une classe de business school. J'ai été dans une boîte de conseil qui s'appelait McKinsey. Donc, je suis rentré à Paris et j'ai commencé à travailler chez McKinsey à Paris en septembre 81. Ça, c'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut. C'est quand on ne sait pas très bien quoi faire, on va faire de l'audit, faire du conseil, faire toutes ces choses-là qui finalement importent peu parce qu'on sait très bien qu'un jour on va aller faire autre chose. Et alors, quand on repasse de Stanford à Paris le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit coup de déprime ou non? Alors entre les deux, je me suis dit c'est la dernière fois que j'ai des vacances. Et d'ailleurs c'est vrai parce qu'on est maintenant 30 ans plus tard et depuis j'ai jamais eu de vacances, en tout cas pas comme ça. Et donc j'ai passé 3 mois à aller me promener en Asie. Je suis parti par l'ouest. J'ai été à Hawaï, ensuite à Hong Kong et puis ensuite en Asie pendant 3 mois. J'ai passé 15 jours en Inde et voilà, je suis rentré à Paris. Donc effectivement, on est un peu dépaysé après avoir passé 2 ans en Californie, passé 3 mois en Asie, à rentrer à Paris, avoir un costume et une cravate et aller travailler chez McKinsey. Et pour rentrer chez McKinsey, vous faire quoi? Une lettre, un CV On fait rien du tout. Parce que la beauté d'être dans la Stanford Business School, c'est que les boîtes viennent sur le campus recruter. Alors bien sûr, il faut faire des CV et tout ça, mais on n'a pas beaucoup de démarches proactives à faire parce que c'est plutôt du réactif. Et au début des années 80, on était des promos de 300 ou 350 personnes à Stanford et tout le monde trouvait 2, 3, 4, 5 jobs. Donc vous n'êtes pas trop cassé pour faire un CV? Si, j'ai fait un CV, mais je ne me suis pas trop cassé pour trouver un job. Les choix de carrière maintenant. McKinsey, on a compris que c'était un choix par défaut. Qu'est-ce qui, au bout d'un moment, a fait que vous avez pris tel ou tel virage? C'est assez simple. C'est d'abord McKinsey, ça m'a pas plu. Donc au bout de 8 mois, 9 mois, je me suis dit, j'ai fait fausse route. Et donc j'ai décidé de changer. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Quand j'étais à Stanford, j'avais quand même fait un peu de proactif, sachant pas ce que je voulais faire. Et j'avais écrit et j'avais été voir ce que je considérais être des grosses boîtes françaises
intéressé potentiellement par quelqu'un d'un peu international. Donc j'avais écrit et j'avais été voir Paribas, j'avais écrit, j'avais été voir L'Oréal, et j'avais écrit et j'avais été voir IBM à Paris. Donc ces gens-là m'avaient offert un job que j'avais décliné pour aller chez McKinsey. Mais donc j'ai repris mon téléphone, donc j'ai rappelé ces gens-là. Et là j'ai eu de la chance, donc ça on est en début 82, j'ai eu de la chance. Il en faut dans la vie, en tout cas dans la vie professionnelle, il faut de la chance parce que tout n'est pas toujours planifié, loin s'en faut. Et finalement d'arriver au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne personne, c'est beaucoup plus important que tout le reste. C'est plus important que forcément ce que vous avez fait, ce que vous êtes capable de faire ou autre. Et là il s'est avéré exactement ça, c'est-à-dire que Paribas avait été nationalisé début 82, il y a eu des changements de personnes et il y avait un trou et une place à ce qui s'appelait la gestion financière du groupe Paribas pour travailler sur des sujets anglo-saxons, c'est-à-dire les liens avec Warburg en Angleterre et avec Baker aux États-Unis. Et moi, venant d'un monde anglo-saxon, étant bilingue et étant capable de faire ça, tout le monde s'est dit, c'est la bonne personne, c'est le bon endroit, allons-y. Donc voilà, j'ai démissionné un jour de McKinsey, puis j'ai été chez Paribas le lendemain. Je ne sais pas si c'est par défaut. La finance m'attirait, mais j'y rentrais par une porte autre à un moment. Voilà, c'est les hasards de la vie. Chez Paribas, quelle a été peut-être la personne clé qui vous a fait arriver sur l'immobilier, ou est-ce qu'on y arrive On va y arriver doucement. Je vais vous faire du raccourci, sinon on va y passer toute la matinée. Je suis parti ensuite aux États-Unis pendant 3 ans chez Baker Paribas, qui était une investment bank aux États-Unis. Je me suis occupé de la vente de cette structure. Ensuite, j'ai été à Londres, j'ai été trader, donc j'ai fait des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec de l'immobilier. Je suis rentré à Paris à la fin des années 80. Et là, j'ai travaillé pendant 8 ans avec quelqu'un qui s'appelle Arnaud de Médibus. Et dans les gens qui ont compté dans ma vie, il a certainement fait partie. Certains d'entre vous peuvent au moins connaître son nom. Et je me suis mis à faire de l'immobilier au début des années 90. Parce que André Lévilan, qui était le président de Paribas à l'époque, a estimé que la crise immobilière allait être d'une gravité telle qu'il valait mieux la faire traiter par des gens qui n'avaient jamais fait d'immobilier. Alors ça peut paraître un peu provocateur, mais finalement c'était assez subtil. Parce que maintenant, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier. L'immobilier, c'est un tout petit monde dont vous faites partie. Tout le monde se connaît. Et c'est très difficile, ayant été, surtout quand on a été du côté banquier et prêteur d'argent à des opérateurs immobiliers divers et variés, de leur couper le bras ou de leur couper la tête, alors que c'est ça la bonne décision financière à faire pour l'entreprise. Et donc de le faire traiter par des gens qui ont fait un certain nombre d'opérations financières ou autres et qui savent raisonner était une bonne idée. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans, presque 5 ans. C'est une idée qu'on pourrait répéter aujourd'hui ou... Oui, sauf qu'elle ne s'applique pas aux banques françaises. Mais c'est une bonne idée qu'on pourrait appliquer aux banques espagnoles, par exemple, et ou aux banques anglaises. Au lieu de faire traiter la crise aujourd'hui, c'est vrai ce que je dis, enfin, de la faire traiter aujourd'hui par des banquiers qui ne savent pas la traiter, qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas le faire, il faut faire la traiter par des gens de la finance, et si possible de la finance et de l'immobilier. Mais pas des gens qui ont fait des opérations immobilières, plus que des gens qui ont prêté. Les seuls contre-exemples que je connaisse en termes d'institutions financières aujourd'hui, de gens qui ont su traiter à peu près correctement les problèmes, et encore pas tous, c'est Goldman Sachs. Et une des raisons pour lesquelles ils ont pu faire ça, ou ils ont fait ça, au-delà de leur connaissance de ça, c'est qu'ils ont les moyens de le faire. Comment on reste dans l'immobilier? Parce que finalement, vous y êtes arrivé. Donc, moi, j'y suis arrivé par hasard, et puis je pense un jour, assez vite, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Donc j'ai quand même mis plus de 10 ans à faire des tas d'autres choses dans la finance qui n'avaient rien à voir, avant de trouver un sujet qui s'appelait l'immobilier, et de me dire, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est concret, ça me plaît parce que c'est divers, ça me plaît parce que c'est financier, il y avait des tas de raisons pour lesquelles ça me plaisait. Et puis on apprend beaucoup à s'occuper d'immobilier. Je me suis occupé d'immobilier concret. J'ai eu la chance aussi de m'occuper de projets immobiliers en plus de gérer les problématiques de la crise immobilière pour Paribas. Je me suis occupé de la construction du marché Saint-Honoré, qui reste pour moi un sujet extra avec les gens que j'ai dit, mais qui reste pour moi un sujet fascinant. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, partir d'un garage qui avait 5 étages sur la place du marché Saint-Honoré pour faire cet immeuble de verre fait par Beaufil. Je me suis occupé de la fabrication de l'immeuble de Paribas à Londres. Aussi, on a acheté un terrain, on a fabriqué un immeuble. On était peut-être un peu inconscient dans ce qu'on faisait, mais en tout cas, c'était assez fascinant. Donc j'ai attrapé ce virus de l'immobilier et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le problème, c'est que de gérer la crise et de ne s'occuper que de problèmes, au bout d'un moment, on en a assez. On a envie de faire des choses. Et que les propositions qu'on a pu faire de faire des choses au sein de Paribas à l'époque ont été accueillis avec peu d'allant de la part de la direction générale. Ayant perdu des milliards dans l'immobilier, ne voulait pas vraiment repasser à des choses positives. On peut le comprendre. Et donc là, c'est les hasards de la vie. Il y en a eu plusieurs dans la mienne. J'ai rencontré à nouveau un chasseur de tête qui m'a dit, tiens, venez voir cette situation et tout ça. Et ça a été pour devenir le directeur général de l'UIC Sofal, qui était une banque en faillite. Alors vous allez me dire, j'allais continuer à faire la même chose ailleurs. Oui, c'est vrai.
Mais j'y allais en tant que directeur général, donc d'une banque en faillite. Et vous arrivez toujours en pompier. Oui, j'étais toujours pompier là, banque en faillite, mais avec un schéma différent il y avait 650 personnes. Il y avait à l'époque 50 milliards de francs de total de bilan. C'était une banque filiale du GAN, donc le GAN c'était l'État, c'était toujours nationalisé. Et j'y allais pour nettoyer la banque. À l'époque, il y avait déjà des défaisances qui avaient été commencées. Ils avaient mis 10 milliards de francs de côté. Et j'ai eu l'outrecuidance de dire au président du GAN de l'époque, à mon avis, vous êtes trompé dans un ratio de 1 à 2 ou 1 à 3, c'est pas 10 milliards de problèmes que vous avez, c'est 20 ou 30. Et j'avais complètement raison, mais c'était juste l'expérience précédente. Toujours dit, donc, je fais ça avec l'idée de restructurer la banque et de la vendre. Donc j'allais en pompier, mais en pompier à durée de vie limitée pour faire ça. Et donc on a fait ça et on l'a vendu avec l'aide de Lazare, qui était le conseiller du GAN, avec l'UIS, qui était une SICOMI cotée. On a vendu ça à Goldman et à GE dans un deal en 98, qui a été un des opérations immobilières les plus marquantes de la place à l'époque. Moi, j'étais du côté vendeur-vendu, parce que je partais avec l'eau du bain. Et là, vous vous êtes dit, c'est fini pour moi l'immobilier? Ou alors c'était Non, l'immobilier, au contraire, je me suis dit, c'est une nouvelle étape. Je ne sais pas très bien dans quelle direction elle va me mener, parce que c'est bien joli d'être le directeur général d'une entité en restructuration vendue à des anglo-saxons qui n'ont pas forcément des visions moyen ou long terme sur la façon de le développer, en tout cas pas sur l'existant. Et donc là, j'étais censé rester dans l'orbite de Goldman Sachs, mais je n'ai pas eu envie de faire ça, donc j'ai démissionné. Donc troisième fois, j'avais démissionné de McKinsey, j'ai démissionné de Paribas, là j'ai démissionné de l'UIC Sofal. Et puis j'ai été aux États-Unis. Parce que je me suis dit c'est là où les décideurs sur ce qui se passe en Europe sont, et donc j'ai été voir tous les gens que je connaissais. Et là, à ce moment-là, je connaissais un peu tout le monde, et je leur dis voilà, on est en 98, donc j'ai 44 ans, voilà ce que je sais faire. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant à faire? Et ça, c'est la bonne période. Donc il faut faire ça aux bonnes périodes. Il faut pas faire ça. Il faut être dans le bon cycle. Il faut pas faire ça en 2009. Il faut faire ça en 2006. Donc il faut juste. Et en 98, on peut faire ça. Donc il faut comprendre les cycles et comprendre là où on en est dans l'histoire et dans l'évolution. Donc là, j'ai eu, sans beaucoup de difficultés, sans écrire beaucoup de CV, juste en allant voir des gens que je connaissais, j'ai eu, 4 ou 5 offres de job. Et je me suis dit à l'époque, ce que j'ai bien aimé chez Paribas, c'est que j'ai fait 5 ou 6 jobs sans changer de boîte. À Paris, à Londres, à New York. J'ai changé d'endroit, j'ai changé de job, toujours à faire de la finance ou de l'immobilier, mais sans changer de boîte. Je me suis dit, ça a un intérêt donc d'être dans une grosse boîte parce qu'on peut faire ça. Et donc je me suis dit, je vais aller travailler chez GE. Donc il avait racheté l'UIS en France, qui était associé avec Goldman Sachs dans la liquidation de l'UIC Sofal, puis qui voulait faire d'autres choses. Donc GE m'a dit, ok, très bien, tu deviens le patron en France de GE. Et puis j'y suis resté. Parce que vous avez encore démissionné. Oui, j'ai encore démissionné. J'y suis resté 10 ans. 3 ans être le patron pour la France, 7 ans être le patron pour l'Europe. C'était la période de croissance extraordinaire de ces métiers, de la financiarisation de l'immobilier entre 1998 et 2008. Et puis j'ai démissionné en 2008. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle à un endroit donné, parce qu'un autre chasseur de tête m'a fait rencontrer d'autres personnes qui se trouvaient être à Munich, et parce qu'il y avait un nouveau challenge qui semblait m'attendre, qui était le fait de créer un métier immobilier chez Allianz de façon globale et mondiale et transversale, et que ça n'existait pas et que ça m'a semblé intéressant de faire ça. Voilà, donc je fais ça depuis 2 ans et demi. Et là, c'est reparti pour un cycle un peu plus long, ou est-ce que vous êtes extraordinairement corrélé au cycle immobilier sur le plan de la carrière ? Non, là je suis d'abord le cycle des assureurs n'est pas exactement le même cycle que le cycle des fonds levés ou autres, ou le cycle des banques. Chacun a son cycle qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. La logique pour un assureur de détenir de l'immobilier dans la durée, elle est totale. On pourrait en parler sur le pourquoi du comment. Voilà, et donc la construction de ce que j'ai à faire aujourd'hui va me prendre un certain temps. Alors après, l'étape d'après, il y a toujours des étapes après, mais je ne suis pas mûr pour en parler. Bon, on aura le temps de se revoir. 2 dernières questions avant de passer la parole à Lalou. Si on revient sur un échec marquant dans votre carrière. Professionnellement, il y a 2 endroits où ça n'a pas du tout performé. D'abord, j'aime pas les échecs, donc en général, je me bats pour qu'ils n'existent pas, ou au moins les transformer en solution neutre ou en position neutre. Mais il y a 2 endroits où je me suis planté quand je réfléchis dans ma carrière. Chez McKinsey, pour partie de ma faute, pour partie de leur faute, ça n'a aucune importance. Mais s'il fallait faire autrement, en sortant de Stanford, si je remontais dans le temps, je n'irais pas chez McKinsey. Je ne prendrais pas une solution de facilité
d'avoir ce job bien payé et avec une certaine visibilité, j'ai eu tort de faire ça. Et l'autre endroit où je me suis planté, mais c'était pas grave, c'était quand j'étais chez Paribas, qu'après New York, j'ai été à Londres et j'ai été trader. Ça peut paraître génial d'être trader. Je vous déconseille fortement de faire ce métier-là. J'avais passé du temps aux États-Unis à traiter des vrais problèmes, y compris des problèmes assez importants, mais avec des gens, des structures, enfin du vrai monde. Et se retrouver assis à longueur de journée à une table à traiter, comme pour seul problème, des centaines de millions de choses qui n'existent pas, que l'on achète et que l'on vend, ça ne m'a pas paru intéressant. Donc je me suis aussi planté là parce que j'en suis parti, parce que ça ne m'intéressait pas. Et un succès, mais alors que inattendu. Vous ne y pas programmé. C'est difficile, je ne sais pas s'il y en a. J'ai eu plein de succès dans ma vie, hein, donc j'ai eu beaucoup de chance, je continue à en avoir. Mais s'il fallait, non, je sais pas, si je me remets 30 ans en arrière et que je regarde là où j'en suis aujourd'hui, enfin, il y a toute une dimension dont on parlera tout à l'heure, qu'une dimension plus personnelle, de famille ou autre. Je suis extrêmement privilégié de la globalité de ce que j'ai réussi à, et je le dis sans aucune fanfaronnerie, hein, de la globalité de ce que j'ai réussi à faire et à accomplir, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et puis c'est pas terminé, il n'y a pas de raison que ce soit terminé. Donc il est à venir. Il est à venir. Super. Lalou ? Ça a été un plaisir de t'entendre, Olivier. Dis pas de bêtises. Ce qui m'a frappé dans moi qui te connais déjà, dans tout ce que tu viens de dire. T'as l'air inquiet. Non, ce qui m'a frappé, c'est ce que tu as fait, en fait, ce que tu as réussi à faire, de ce que tu avais à l'origine, du talent que tu avais à l'origine. Et j'ai l'impression à t'écouter que tu as toujours eu une espèce d'insatisfaction qui t'a amené à pousser les murs. Tu as fait une école que tu qualifies comme tu l'as qualifiée, mais dont beaucoup se contenteraient, et tu as souhaité faire plus. Tu es rentré dans une boîte, McKinsey, qui est quand même un bon début professionnel, tu as souhaité en partir. Comme tu l'expliquais chez Paribas, tu as essayé de changer de boulot, de pousser les... Et à un moment donné, il y a toujours eu une espèce de moteur d'ambition qui t'a poussé et qui t'a amené à conclure que, en gros, il fallait que tu partes. Et donc, tu as accepté de partir, de te mettre en risque pour avancer. Et rétrospectivement, est-ce que tu penses que ce mode-là, qui est en fait de te mettre en danger et de renoncer à des choses pour viser quelque chose de plus important, a été quelque chose qui t'a suivi tout le temps, ou ça a été juste un hasard des moments que tu as vécu? Non, je pense que c'est pas forcément du rationnel, hein. Moi, je le décris aujourd'hui en regardant le passé comme étant quelque chose de totalement réfléchi et rationnel. Ce qui est certain, c'est que je suis pas sûr d'avoir un caractère qui me permette de me satisfaire dans un monde ou dans un environnement où voilà, je suis pas bien, ou ça me plaît pas ou autre. Et puis je crois suffisamment en moi pour aller faire autre chose ailleurs. Et que j'ai toujours eu la capacité de le faire, la chance de le faire, parce que je l'ai dit, il y a beaucoup de chance. Quand je réfléchis, c'est des personnes qu'on rencontre à certains moments qui t'aident à faire ça. Mais si j'ai un maigre conseil à vous donner, c'est quand même de faire des choses comme ça, c'est-à-dire de changer. Quand je vois des gens qui font 40 ans ou 50 ans dans la même boîte, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Il faut être fidèle. Moi, ça peut paraître très mouvementé ce que j'ai fait, mais quand on réfléchit un peu, j'ai passé 14 ans chez Paribas, j'ai passé 10 ans chez GE, 3 ans à diriger l'UIC Sofal, mais je savais dès le départ que c'était quelque chose d'intérimaire, et aujourd'hui je suis chez Allianz. Donc tout ça en 30 ans de boulot, c'est pas non plus... Mais les changements, il faut les gérer soi-même. Je le dis souvent, la chose que j'ai appris chez GE, c'est ce qu'a dit un jour Jack Welch, c'est « change before you have to ». Et ce truc-là, il est essentiel. Et on a tous besoin de changer à un moment donné, et il vaut mieux s'approprier le changement et le décider soi-même plutôt que le subir. C'est très bête, c'est très simple, c'est pas extrêmement philosophique, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, dans le monde dans lequel moi j'ai vécu depuis 30 ans, c'est ça qu'il faut faire. Si j'étais pas parti de chez Paribas parce que j'avais trouvé l'immobilier, que c'était ça ce que je voulais faire, je serais peut-être un disgruntled late 50s guy chez Paribas, enfin plutôt à la BNP. Dans ces changements, tu t'es mis en risque ou tu as attendu la sécurité pour partir? Non, tu es toujours en risque. Le jour où, quand je suis parti de Paribas pour aller diriger l'UIC Sofal, André Lévidan, qui était le président de Paribas, il m'a convoqué, il m'a dit « Mais Olivier, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ?» Et je lui ai dit « Écoutez, je veux faire ça parce que moi, voilà, j'ai envie de faire de l'immobilier, machin et tout ça. » Il m'a dit « Ok, c'est pas très grave, allez-y, puis quand vous en aurez marre, vous pourrez toujours revenir chez Paribas. » Donc peut-être que j'étais pas trop en risque. Enfin, c'est assez théorique ce genre de choses. Non, j'étais totalement en risque. Quand j'ai dit non, que je voulais pas rester dans l'orbite de Goldman Sachs et tout ça, j'avais pas de job. Oui, j'avais un contrat, donc j'avais un minimum de protection financière, mais j'avais pas de job. Et quand je suis parti de GE, ils n'étaient pas spécialement contents, mais voilà. Mais non, j'ai
le jour où j'aurai plus cette volonté ou cette envie, c'est pas de faire mieux ou de faire plus grand ou de faire plus riche ou de faire ça, mais de faire autre chose, à mon avis, je vaudrais beaucoup moins pour mon employeur. Et comment tu t'arrives à comprendre ou à cerner ce qui a été fondamentalement le moteur de ton ambition? Tu le décrirais comment? Puisqu'effectivement, c'est pas pour forcément être plus grand, plus mieux, enfin mieux que les autres. Mais... J'ai toujours eu envie. Quand je suis rentré chez Paribas, on avait des discussions assez libres, puis je suis quelqu'un d'assez libre parleur. Et je me souviens très bien, j'ai des discussions avec des gens. La gestion financière chez Paribas, c'était un peu le saint des saints du groupe Paribas à l'époque. Et je disais à des gens, mais moi je ne serai jamais directeur général de Paribas, de toute façon je n'ai pas envie de l'être. Et il y avait des gens qui voulaient l'être. Peu d'entre eux sont arrivés à le devenir, si ce n'est aucun, et je ne citerai pas de nom. Donc moi j'ai jamais eu cette envie de devenir le directeur général de Paribas ou le directeur général de... Par contre, j'ai toujours eu envie de me tester par rapport à la perception que je peux avoir de mon propre niveau d'incompétence. Et si c'est plus loin, et si c'est plus haut, ou si c'est plus ailleurs ou plus différent, allons-y, allons le chercher, allons voir. Et les fois où je me suis trompé, c'est pas parce que j'étais voulu aller trop ou autre, c'est que j'étais pas dans la bonne direction. Faire du conseil à 27 ans sortant d'une business school, c'était pas pour moi. Être trader à 31 ans ou 32 ans, c'était pas pour moi. C'est pas que j'étais pas capable de faire ces jobs-là, mais c'était pas pour moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire, c'est pas là où j'ai envie d'utiliser mes compétences et mes capacités. Par contre, tout le reste de ce que j'ai décrit, c'était pour moi. Et aujourd'hui, c'est pour moi. C'est pas évident de quitter GE pour aller être à cheval entre Paris et Munich pour essayer de créer un groupe immobilier mondial pour le compte du groupe Allianz, dans un truc qui n'existe pas. Mais j'ai les compétences, le savoir-faire, machin, pour faire ça. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais ça et je sais qu'on est en train d'y arriver. Donc voilà, ce job-là était pour moi. Mais j'aurais pu me planter. Dans ton parcours, donc tu as laissé cette ambition s'exprimer, tu as réussi à prendre des risques quand il fallait et évoluer. Je pense que tu ne l'as pas fait en étant dénué de valeur. Comment tu essaies de transmettre ça à tes enfants, parce que je sais qu'ils sont en âge maintenant de commencer à réfléchir à travailler, et peut-être à tes jeunes collaborateurs ou aux gens qui sont dans la salle, notamment sur cette dimension-là à la fois de la patience nécessaire, mais aussi de la nécessité parfois de se casser quand c'est juste insupportable et quand c'est pas du tout un parcours qu'on a envie de suivre. D'abord, c'est différent entre tes collaborateurs, tes enfants. Tout ça, je suis pas sûr qu'on puisse avoir une seule réponse par rapport à tout ça. Moi, j'ai eu en tant que patron, responsable d'individus, manager, leader ou autre, il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis parce que à un moment donné, ils peuvent plus exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer ou se développer ou autre dans une structure à un instant T. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'on est fâché, pas parce qu'on ne va pas dans la bonne direction, simplement il n'y a pas de place ou pas de route assez rapide ou assez directe pour faire ce qu'ils ont envie. Je trouve ça normal, il faut juste le gérer de façon intelligente, avec les bonnes valeurs, ou les bonnes valeurs, c'est pas l'argent, le pouvoir, les machins. Les bonnes valeurs, c'est la contribution qu'on peut avoir à l'exercice qu'on est en train de pratiquer, c'est gérer des gens, enfin c'est d'autres choses. Mes enfants, alors je suis pas sûr que quand tu es enfant, tu comprennes. Enfin moi, je sais que quand j'étais enfant, j'ai pas forcément compris très bien quelle était la carrière de mon père, ce que ça voulait dire et tout ça. Mais tu comprends des choses plus simples, qui sont travailler. C'est quand même un truc assez important. Et voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie, ma femme a travaillé jusqu'à extrêmement très récemment, donc on a élevé 3 enfants en étant 2 personnes travaillant beaucoup, et voilà, et ça peut très bien se passer. Donc c'est une des dimensions du travail et du respect du travail bien fait, tout ça, c'est une chose importante. Et l'autre chose, c'est l'argent. Il faut surtout pas se faire avoir par l'argent. Alors l'immobilier, on peut gagner beaucoup d'argent, on gagne moins d'argent que si on est trader ou si on est investment banker ou autre, mais on peut gagner beaucoup d'argent, il faut faire attention à ça. Mais au-delà de ça, parce que la question était aussi autour de... T'imagines bien que beaucoup de jeunes arrivent maintenant sur le marché du travail, en fonction de leur parcours, commencent à avoir des responsabilités qui sont ce qu'elles sont, et très vite, tu peux patiner dans ta position parce que tu es bloqué, parce que tu fais très bien ce que tu fais, mais en gros, il n'y a pas de perspective d'évolution. Le type qui est au-dessus de toi, ou la personne, n'est pas forcément quelqu'un auquel tu donnes du crédit, mais elle est là, et donc à un moment donné, tu arrives à un blocage, et tu arrives à une situation qui est assez anxiogène et qui génère des frustrations. Et soit tu te soumets à ça et tu restes collé dans ta boîte pendant des années parce que tu as peur de ne pas avoir de boulot, etc. Soit tu fais ce qui a peut-être parfois été dans ton cas
un acte risqué ou pas trop, où tu bénéficies de chance et tu bouges. Mais vu la multitude des jeunes en place et qui s'emmerdent dans leur boulot, le problème est quand même assez crucial et il n'y a pas de solution forcément pour tout le monde. Donc comment tu essayes de communiquer là-dessus pour faire partager un peu de ton expérience? Sauf au début, mais ensuite, quand je suis parti de Paribas, quand je suis parti de GE, quand je suis parti de tout ça, il y a une chose que j'ai prise, c'est du temps. C'est-à-dire que ça a l'air d'être, voilà, j'arrive le lundi et le mardi, j'ai 50 ans et je décide d'aller faire un autre job, ça ne marche pas comme ça. Sans trahir aucun secret. Le premier contact que j'ai eu avec Allianz, c'était en janvier 2008. J'ai quitté GE en juillet. Eux, ils auraient voulu faire ça du jour au lendemain. Je crois qu'il faut se prendre du temps. Et plus on vieillit, plus il faut se prendre du temps pour bien réfléchir. Tu peux raconter le rendez-vous où tu n'as pas été ou Tu veux que je te raconte une histoire drôle? Mais il faut pas la répéter, surtout que si elle est filmée. Hein. Non, c'était... donc je commence à discuter avec Allianz. Donc je vais à Munich, voilà, tout se passe très bien et tout ça. Et puis eux, ils me trouvent un candidat extrêmement intéressant. Ils veulent accélérer le processus et ils veulent absolument que je rencontre un des patrons d'Allianz. Et je leur dis, écoutez, il n'y a aucun problème, sauf la semaine du 23 février, parce que la semaine du 23 février, je vais faire du ski avec ma femme et mes enfants. Évidemment, ça revient. J'ai un rendez-vous avec le patron d'Allianz le 24 février. Et je leur dis, écoutez, on a du mal à se comprendre, mais le 24 février, je ne suis pas là. Et ils ont été dans une colère noire, parce que voilà, et je pense, et donc j'y ai pas été. Moi. Je leur ai dit, je vais pas y aller. Et tant pis si vous voulez plus de moi, vous voulez plus de moi. De toute façon, je suis chez GE, j'ai un autre job. Et je crois que c'est important, c'est de ne pas se laisser bouffer par le monde professionnel, quels qu'en soient les enjeux, quels qu'en soient le niveau, quel qu'en soit vous avez le droit, en tout cas moi j'ai le droit, vous aussi, à une vie personnelle que je vous encourage à créer, à développer et à gérer. J'ai toujours pris les vacances. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, prenez des vacances. C'est pas vrai, quel que soit le monde, que ce soit chez GE, chez Paribas, chez Allianz, où vous voulez, qu'on ne prend pas de vacances. Il faut en prendre. Et si vous n'en prenez pas, c'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est une croix rouge sur votre dossier. Non, je suis sérieux. Il faut préserver une vie personnelle, quelle qu'elle soit, et il faut y passer du temps. Il ne faut pas passer votre temps à travailler, à ne faire que travailler. Vous êtes d'autant plus performant dans un univers professionnel que vous avez une vie à côté, que vous développez, que vous... T'es sans voix. Non, mais je me délecte. Tu as parlé un peu de tes enfants, mais pas trop encore. Ils sont le plus grand est bientôt en âge de te demander des stages ou de commencer à bosser. Il a quel âge le plus grand? Le plus grand, il a eu 21 ans en décembre. D'accord, donc il fait une école de banlieue, il fait quoi? Alors, il est en deuxième année d'une école d'ingénieur de banlieue. Ok. Et tu parles boulot avec lui? Oui, je parle boulot. Alors, il te regarde comme un vieux, il t'écoute, comment ça se passe? Non, à mon avis, il m'écoute pas. Il a raison. Mais par contre, et c'était très intéressant, notamment parce que je l'ai ramené de temps en temps sur son campus en banlieue, le dimanche soir et tout ça. Donc, tu te retrouves dans une demi-heure de discussion privilégiée sans les autres membres de la famille et tout ça. Et puis, tout d'un coup, tu te mets à parler de, je sais pas quoi, d'économie ou d'autres, n'importe quelle autre chose. Et donc, ça, c'est des échanges rares. Parce que bilatéraux, mais très riches et très forts. Et donc ça commence à m'intéresser. Et puis je vois très bien, il est comme, je pense que vous étiez un certain nombre comme moi j'étais, c'est-à-dire que voilà, on a 21 ans, on est dans une grande école d'ingénieurs de banlieue et on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Et qu'est-ce qu'il t'apprend? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il t'apprend? Qu'est-ce qu'il m'apprend? Il m'apprend que la vie n'est qu'un perpétuel recommencement, c'est-à-dire c'est toujours le même cycle. Et non, il m'apprend que moi j'ai un job qui est de lui apprendre. C'est surtout ça. Si besoin est, il m'apprend ma responsabilité de père, de papa. C'est très difficile. C'est un truc qu'on n'apprend pas dans les livres. C'est un truc qu'on apprend sur le tas, mais on l'apprend sur le tas avec ses propres gamins. C'est un peu dangereux, c'est comme exercice. Hein. Parce que ce qu'on a appris, alors il y a autre chose qu'on a appris, c'est soit par rapport à ses parents. Si on en a un jugement positif, on essaie de faire la même chose. Si on en a un jugement plus distancié, on essaie de faire différemment. Mais c'est pas facile. Dans ton groupe, là, chez Allianz, il y a combien de personnes qui sont, on va dire, sous ta responsabilité? Il y a 450 personnes aujourd'hui. Et quelle relation tu as avec la partie la plus jeune de cette population de collaborateurs? Tu les vois jamais? Tu es dans une tour d'ivoire, tu passes d'un taxi à l'autre avec ton BlackBerry, tu vois jamais des jeunes? Comment ça se passe? All of the above. Non, ce que j'essaye de faire, mais c'est pas facile, mais j'ai un très bon exemple qui n'a rien à voir avec la réunion de ce matin, mais qui est que hier ou avant-hier, j'ai fait mais c'est la première fois que je faisais ça, en tout cas pour la France,
grâce avec Olivier Vignol. J'ai fait un skip level breakfast, c'est-à-dire que j'ai pris les 10 personnes récentes embauchées par Allianz Real Estate en France, mais pas du niveau d'Olivier, pas de son niveau de direction, le niveau d'en dessous. Et j'ai pris un petit déjeuner avec elle. On a beaucoup fait ça chez J, c'est très anglo-saxon comme chose. Et voilà, tu fais ça et tu racontes, tu parles de ton expérience, de la stratégie d'Allianz, tu réponds aux questions et tout ça. Et ça, je suis ressorti de ce truc-là gonflé à bloc. Parce qu'il y avait 10 personnes, elles avaient toutes une trentaine d'années, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, aux alentours de 30 ans, elles avaient toute une expérience professionnelle avant, qui chez Morgan Stanley, qui chez Stam, qui chez machin. Et voilà, elles étaient heureuses d'être dans le projet Allianz, tel qu'il existe aujourd'hui, d'Allianz Real Estate. Et c'est génial parce que tu as l'impression d'emmener tout ce monde ou d'être le capitaine du navire qui emmène tout ce monde vers une bonne direction. Mais, donc ça, j'entends bien, mais dans ton quotidien opérationnel, quelle exposition tu as avec des gens très jeunes? T'en vois jamais? Ceux-là, ils étaient. À part ceux-là que tu vois une fois de temps en temps, parce que c'est organisé pour traiter des deals, pour. Non, parce que sur les deals, les présentations sont faites en général par des gens plus âgés. Il y a de temps en temps des gens plus jeunes qui viennent tout seuls pour regarder dans le placard les jeunes et pour qu'ils aient pas d'exposition. Non, parce qu'il y a un processus. On peut pas avoir tout le monde, surtout qu'en plus on est avec une base centrale à Munich et puis des gens un peu partout. Donc tout le monde ne peut pas être physiquement toujours. Ils peuvent être à la télé ou en vidéo ou autre, mais d'être tout le monde physiquement présent à faire ça, c'est pas si simple. Mais on n'est pas dans un monde très hiérarchique. Moi, j'ai vécu chez GE, le monde n'était pas très hiérarchique. Le monde chez Allianz, en tout cas, le monde qu'on essaie de créer, il n'est pas très hiérarchique. Tout le monde a accès à moi, et donc c'est pas. Et j'encourage ce genre de choses. C'est faisable quand tu es 450 personnes. C'est pas faisable quand tu es 100 000 personnes. Allianz, il y a 150 000 personnes, c'est pas faisable. D'accord. En général, j'essaie d'interroger nos invités au-delà de leur parcours et de leur réussite sur leur part de rêve. Et peut-être que tu pourrais répondre à cette question en lui donnant une dimension professionnelle et immobilière. Qu'est-ce qui peut t'amuser et te fasciner dans l'immobilier aujourd'hui? Et peut-être pour un peu planter le décor, on peut dire qu'en préalable qu'on se fait un peu chier à faire de l'immobilier en France aujourd'hui parce qu'il n'y a juste rien d'intéressant et de pertinent à faire. Donc qu'est-ce qui fait, donc toi tu es à l'étranger, donc tu as un peu plus d'exposition, mais qu'est-ce qui fait que tu continues d'aimer ce secteur et qu'est-ce que sur quoi tu es en train d'essayer qu'est-ce que tu es en train d'essayer de construire pour que ce métier redevienne flamboyant, intéressant et passionnant? La dimension du marché propre français ou autre, j'y peux pas grand-chose. Ce qui est très intéressant dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que si on veut raisonner tout en haut, la question à laquelle il faut que j'aide à répondre, c'est comment Allianz peut investir 10 milliards d'euros dans l'immobilier pour ses différentes compagnies d'assurance à travers le monde. C'est ça la vraie question. Et donc la France, c'est un petit bout d'une des petites pièces du puzzle. Et là où ça devient très intéressant, c'est nos réunions hebdomadaires à Munich, où on voit un deal proposé à Munich, un deal proposé à Paris, un autre à Milan, un autre à Budapest, etc., et des trucs des États-Unis. Et là, on discute du pourquoi, du comment, de tout ça, la logique, s'il y en a une, de rationalité entre des métiers et des sujets qui sont éminemment locaux, parce que tout ça, c'est très local. Mais il faut quand même se poser la question de savoir, quand on est des boîtes d'assurance de la zone euro, sur pourquoi acheter un immeuble de bureau équivalent à Munich par rapport à un immeuble de bureau à Paris. Et à Munich, il coûte 75 points de base de plus en termes de yield. Il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Sachant que, pour nous, globalement, tant qu'on est dans la zone euro, que ce soit à Paris ou à Munich, ce n'est pas fondamentalement différent. Alors, la limite du système, c'est qu'on est quand même une boîte à base allemande, et que si les purs raisonnements financiers immobiliers conduisait à ne faire que des opérations à Paris et aucune à Munich, on n'arriverait sûrement pas jusqu'au bout. Ça fait pas rêver ce que tu me racontes, hein, d'aller faire du Monopoly, d'acheter des immeubles à je sais pas quoi, à 3,80 ou à 4 Je te demande mon truc. Alors maintenant, il y a Qu'est-ce qui te fait rêver? Ça peut pas faire rêver, ça. Mais ce qui me fait rêver n'est pas forcément mon job. Alors, dis-moi ce qui te fait rêver. Ce qui me ferait rêver, ce serait d'avoir le pouvoir de m'occuper de, allez, soyons ambitieux, le Grand Paris. Parce que je pense que des sujets comme Paris, enfin, comme ce sujet-là du Grand Paris, ils ont besoin d'évoluer énormément, que c'est géré la plupart du temps par des gens mi-politiques, mi-bureaucrates, mi-techniciens ou autres, avec un éloignement assez fort du marché, des valeurs, de la façon réellement dont ça se passe. Et j'adorerais m'occuper de ce genre de choses. Ça reste très théorique parce que c'est tellement un sac de nœuds et un sac de... Donc je pense que je m'en occuperai jamais. Alors peut-être que quand je serai un peu plus vieux, je pourrais être conseiller du maire de Paris ou des choses comme ça. Peut-être, on verra.
Tu as peut-être une voix quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin d'essayer de financiariser l'urbanisme et de le rendre un peu plus, ça ne va pas devenir une activité de private equity, mais d'avoir une réflexion un peu plus de gestion d'actifs urbains simplement plutôt que de planification. Et pour ça, il faut du temps long, et tu es, si j'ai bien compris, dans une maison qui a du temps long, donc tu as peut-être quand même des choses possibles. On va passer au questionnaire avant de passer aux questions de la salle. Donc j'ai quelques petites questions pour toi. Quelle est la qualité que tu préfères chez une personne? L'honnêteté. L'honnêteté? L'honnêteté, l'intégrité, enfin toutes ces valeurs, c'est fondamental. D'accord. Tu peux pas gérer des gens, interagir avec des gens et tout ça si les gens ne sont pas honnêtes. Le juron, gros mot ou blasphème que tu préfères? Le juron, le gros mot ou le blasphème que tu préfères? Fuck you. Et pourquoi? Je sais pas. Ça a l'air de te mettre en joie. Non, mais c'est sorti si tu comme veux, ça. tu peux le redire. Hein. Fuck you. C'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et tes enfants ont le droit de le dire ou pas? Pas à moi. Pas à toi. Ok. Bon, une très très personnelle. Ouais. Le don de la nature que tu aimerais avoir. Fais gaffe, t'es filmé. Hein. Le don de la nature que j'aimerais avoir. Très bien. J'aurais aimé être. Alors, je ne sais pas si c'est un don de la nature, mais si je refais ma vie autrement, il y a deux choses que j'aurais aimé faire. Et pour ça, j'imagine qu'il faut avoir des dons que je suis sûr de ne pas avoir. J'aurais aimé être journaliste, et surtout journaliste sportif. Et ça, je pense que j'ai aucun don pour ça. Et dans le même état d'esprit, j'aurais adoré être un sportif professionnel de haut niveau sur différents sports. Donc, en fait, et donc les dons que je n'ai pas, c'est ceux-là, les dons qui m'auraient permis de faire ça. Quoi, courir vite. Des dons physiques, des dons physiques pour être sportif, ou des dons rédactionnels ou autres pour être journaliste. D'accord. Et pourquoi le journaliste sportif? Je sais pas, tu sais, tu as des rêves ou des. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel derrière tout ça. D'accord. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence? Ou les fautes? Tu es indulgent? Oui, je suis indulgent, mais les gens qui, voilà, les gens qui essayent, ils ont le droit de faire des fautes. Donc, ceux qui n'ont pas moins le droit de faire des fautes, c'est les gens qui essayent pas. Mais les gens qui essayent, ils ont tout le droit de faire des fautes. Tout le monde a besoin d'apprendre, a besoin de temps et tout ça. Donc, tu as le droit de faire des fautes, il n'y a aucun problème. Il faut essayer et il faut être suffisamment lucide pour comprendre que tu as fait ou tu es en train de faire une faute. Et voilà, aller en parler. Mais là, il y a 100% d'indulgence. Il y avait une question qui était l'autre métier que tu aurais aimé ou pu avoir, donc à part champion olympique du 100 mètres et journaliste sportif, il y a autre chose ou... Non, tu as toute ma vie là. Ok, on va passer aux questions de la salle. Alors le plus dur, c'est toujours la première question, donc on a un truc qui est assez simple, c'est qu'on en chope un au hasard, genre lui par exemple, et il a sûrement une question à poser. Peut-être une question sur le marché, sur l'évolution du marché tel que vous la voyez avec votre vision pan-européenne. Aujourd'hui, il se passe un peu la même chose un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'argent sous forme d'equity qui cherche à acheter de l'immobilier. Pas forcément énormément de dettes, mais c'est pas très grave. Donc beaucoup de gens qui se portent acquéreurs des actifs immobiliers qui sont en vente. Pas énormément d'actifs immobiliers qui sont en vente encore aujourd'hui. Donc tout ça a conduit sur les 12 derniers mois à une augmentation des prix qui est assez notable, assez forte. Si ça continue, et j'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va continuer ou pas, nous on aura un problème, c'est-à-dire qu'on arrêtera d'acheter. Alors la grande force qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que acheter des actifs immobiliers pour nous, ça part d'une logique de ce qui s'appelle de l'asset allocation, c'est-à-dire du bilan d'alliance qui existe, qui est aujourd'hui sous forme d'obligations, d'actions et d'actifs alternatifs dans l'immobilier. Donc demain, par rapport à notre stratégie qui est d'avoir plus d'immobilier, on s'arrêtera et on n'aura pas plus d'immobilier. Mais ça ne changera rien. On n'est pas dans une problématique d'avoir levé des fonds auprès de fonds de pension ou autres, avec des durées limitées qui font qu'on est obligé, dans une zone donnée de temps, d'investir. Nous, si on n'investit pas du tout, ce n'est pas très grave. On a investi pour plus de 2 milliards d'euros sur les 18 derniers mois. On était très contents. Si on avait pu en investir 3 milliards, ça aurait été mieux. Si cette année, on n'arrive pas à ces objectifs, ce n'est pas du tout la fin du monde pour aucun d'entre nous. Mais le monde global, c'est là où il va. Alors ça c'est l'Europe.
C'est comme ça sans réelle croissance, mais sans que les fondamentaux de l'immobilier soient mauvais non plus. Aux États-Unis, il est également comme ça, mais avec des notions de croissance beaucoup plus fortes. Et quand on parle de l'Asie et de la Chine, alors là, on est dans des mondes ou avec des chiffres qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Vous travaillez dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années. J'aurais aimé savoir quelle opération majeure de ces 20 dernières années vous avez vu et vous auriez aimé avoir menée. J'ai vu et j'aurais aimé avoir mené. Voilà. T'as acheté un appart dernièrement, non? Non, j'en cherche, mais ça vaut très cher. Il y a eu, bien sûr qu'il y a eu des tas d'opérations importantes, majeures ou autres, mais je suis pas sûr qu'il y en ait une. La seule qu'on n'ait pas faite chez GE, importante, mais elle n'était pas en France, elle était en Italie, mais qu'on n'ait pas faite chez GE assez tôt, au début en 98-99. Donc c'est une grosse opération en Italie. Parce que ça, c'est quand on réfléchit à ce qui s'est passé entre 95 et 2008, ceux qui ont réussi à s'implanter durablement et à bâtir, pas juste faire un coup, mais à bâtir une vraie practice, un vrai savoir-faire, c'est des gens qui ont réussi à mettre la main au bon moment du cycle, c'est-à-dire tôt, sur des gros portefeuilles et ou des plateformes qui leur ont permis de développer du business ensuite. C'est comme ça que Morgan Stanley, qui a fait l'opération dont je vous parle, qu'on n'a pas réussi à faire en Italie, s'est lancé en Italie. Et ensuite, Morgan Stanley a été la force dominante en Italie, devant GE, devant Goldman Sachs, devant tous les autres. Donc, oui, si je réfléchis, c'est des choses comme ça qu'on aurait pu faire ou on aurait dû faire. Mais c'est pas fondamental pour moi dans l'histoire. Ensuite, les opérations importantes qu'on a faites en France, c'était l'opération de France Télécom. Et ça, c'était aussi quelque chose de structurant pour notre présence en France. Et c'était le rachat de Sofia, qui était la plus grosse foncière cotée qui était à vendre. Celle qu'on n'a pas faite à la fin du temps où j'étais chez GE, c'est Cogedim, qui était racheté ensuite par Altaria. Mais avec ce qui s'est passé après, on est très content. Il faut être très content aussi de ne pas faire des opérations. Pas parce que Cogedim n'est pas une bonne boîte, c'est une excellente entreprise et tout ça. Simplement, ce n'était pas le bon moment du cycle pour acheter une entreprise comme Cogedim. Donc vous nous avez parlé, vous avez démontré que vous êtes malgré tout assez fidèle aux entreprises que vous choisissez. Néanmoins, comment aujourd'hui vous arrivez à bâtir une relation de confiance avec Allianz, par exemple, qui sait pertinemment que dans le cas où votre situation professionnelle deviendrait quelque peu monotone et que vous aimeriez chercher quelque chose de plus trépidant, vous êtes prêt à claquer la porte? À mon avis, vous n'avez jamais rencontré les Allemands. Ils n'ont pas du tout cette idée-là en tête. Ils ne peuvent pas croire une seule seconde que mon job n'est pas le job le plus passionnant du monde. Donc ce cas de figure n'existe pas. De façon plus sérieuse, je ne suis pas sûr que ce soit bien de réfléchir et de se dire que quelqu'un qui travaille avec vous ou vous travaillant pour quelqu'un, vous êtes là pour toujours. Je ne suis pas sûr que ça ait un sens. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions qui font que vous êtes perpétuellement, et ensuite ça peut durer un temps limité, mais vous êtes perpétuellement sur un plan à 3 ans qui a du sens pour tout le monde. Aujourd'hui, moi ça va faire 3 ans que je suis chez Allianz, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'ai envie d'y être pour les 3 prochaines années. J'ai apporté comme réponse oui, parce que ce que je suis en train de construire et de fabriquer tout ça, j'en suis qu'au début et que ça m'intéresse, que les gens pour lesquels je fais ça m'intéresse. Bon, si les gens changeaient, si les conditions étaient totalement différentes, peut-être que je répondrais non. Mais très bien, c'est la vie, ça. Il y a pas de. Donc on peut être à la fois totalement fidèle, en pleine confiance ou autre, et pas marié pour la vie. C'est différent dans votre vie personnelle, où je vous conseille de vous marier pour la vie et de pas de changer de femme tous les 3 mois, ou tous les 3 ans. Mais dans un monde professionnel, il n'y a aucun problème en restant dans ces valeurs-là de fidélité et de confiance. Encore une fois, je pense que le temps où on rentrait chez Paribas à 25 ans et on en sortait à 65 ans, 40 ans plus tard, il est terminé. Et je prends Paribas juste comme un exemple. Et je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain que vous devez être un meilleur professionnel à aller vous affronter et vous confronter à différents environnements, dans différents pays, et on ne peut pas toujours faire ça dans une boîte. Et puis, il y a les hasards de la vie qui fait qu'on est bloqué, qu'on a un patron qui scie que ça. C'est ça la réalité du monde. Et tant que vous avez en vous de l'énergie, de la volonté, que vous savez à peu près où vous voulez aller, faites-le.
à mon avis, le risque, il est minimum. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi si vous avez 15 personnes à charge, un mortgage qui vous coûte les yeux de la tête, etc., etc. Mais si vous savez gérer votre position financière de façon intelligente et prudente, vous pouvez faire ça. Alors, c'est d'autant plus facile que vous vous construisez une réelle expertise et que vous avez une réelle valeur de marché. L'analyse que j'ai faite en 98 de partir de l'orbite de Goldman Sachs et tout ça, je me suis dit, voilà, avec ce que j'ai fait, je sais faire, mes diplômes ou des gens que je connais, j'aurais aucun problème. Et d'ailleurs, j'avais raison, j'ai trouvé 5 jobs. Encore une fois, en 2009, il vaut mieux attendre 6 mois ou 1 an avant de faire ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous avez beaucoup parlé des grosses boîtes dans lesquelles vous avez travaillé et des avantages qu'il y a donc à y être. Quels avantages vous voyez à travailler dans une petite boîte, dans un fonds par exemple? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et je vais vous partager avec vous le commentaire. Ensuite, je vais répondre à votre question. Mais je vais d'abord partager avec vous le commentaire qu'a fait quelqu'un qui me connaît très bien et qui ne comprenait pas pourquoi, finalement, toute ma vie, j'ai travaillé dans des grosses boîtes. Parce qu'il m'a dit, mais Olivier, t'es pas grosse boîte compatible. Tu devrais pas faire ça. Et puis, en discutant plus avec lui et tout ça, on est arrivé finalement à la conclusion que j'ai pas passé ma vie à travailler dans les grosses boîtes. J'ai passé ma vie à diriger des petites ou des moyennes boîtes dans des grosses boîtes. Et c'est pas exactement pareil. Si vous prenez aujourd'hui ce que je fais, je suis le patron mondial de Allianz Real Estate. C'est une petite moyenne boîte. Elle a 450 personnes et 20 milliards d'actifs immobiliers. Elle fait ça pour le compte des différentes compagnies d'assurance du groupe Allianz, qui a 150 000 personnes et tout ça. Mais le groupe Allianz, qui est un groupe d'assurance et tout ça, c'est mes clients, mais c'est pas mon monde. Donc je suis vraiment le patron d'une moyenne boîte. Alors c'est dans la culture germanique anglo-saxonne, c'est tout ça, mais je suis dans cette logique-là. Ce que j'ai fait pour G, c'était un peu pareil. J'étais le patron Europe. On était 700 personnes dans 7 pays différents avec 20 milliards d'actifs et tout ça. Mais c'était jamais qu'une petite moyenne boîte dans un truc mastodonte qui s'appelait G. Alors avec des règles du jeu, etc. Mais ça reste ça. Et chez Paribas, on pourrait retrouver des choses similaires. Donc, c'est juste pour repositionner ou par le discours que j'ai fait sur les grosses boîtes et ce que moi j'y ai réellement fait. Alors ensuite, toute ma vie, j'ai été tenté par me dire, mais je vais aller dans des plus petites boîtes, pour de vrai. Des plus petites boîtes, ça peut être Piani Inc. qu'on peut créer demain matin. Ça, c'est la toute petite boîte. Et puis, ça peut être rejoindre un fonds, rejoindre des partenaires, rejoindre des choses. J'ai eu des discussions, j'ai eu des choses et tout ça. Ensuite, on le fait ou on le fait pas. C'est affaire de choix personnels, de rencontres, de moments ou d'autres. J'aurais pu le faire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, d'être maître de son destin, c'est quand même mieux que d'être soumis aux décisions d'un grand groupe. Je veux dire, demain, on pourrait imaginer que, je sais pas quoi, les dirigeants d'Allianz aient une vision différente de la globalité du sujet de l'asset allocation chez Allianz, et que cette belle idée de passer de 20 à 30 milliards d'actifs immobiliers, sans qu'ils connaissent forcément le pourquoi du comment, de ce que ça veut dire et comment ça marche, eh ben, ils vont la réduire dramatiquement. L'intérêt de mon job s'en trouverait immédiatement totalement changé. Donc ça peut arriver. Alors, donc le gros avantage, c'est de mettre de son destin. Le gros inconvénient, c'est que j'ai jamais eu à me préoccuper de savoir qui allait payer mon salaire. Voilà, mon salaire a toujours été payé toute ma vie. Quand on est dans une plus petite boîte, on peut se préoccuper de ces choses-là. Et encore une fois, c'est un niveau du risque et peut-être de retour qui est totalement différent. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Quels sont les impacts sur l'immobilier des événements actuels qu'on peut avoir en Libye ou au Japon? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact? Et si oui, lesquels? Ça a un impact sur les marchés financiers. Quand on regarde les évolutions des bourses, des taux d'intérêt, donc tout ça, ça a eu un impact là-dessus. À aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'impact sur les marchés immobiliers, autre que le marché japonais, malheureusement. Donc, avant que des fonds non japonais aillent réinvestir au Japon, à mon avis, il va se passer un peu de temps. Mais sur le reste, je ne vois pas d'influence ni sur ce qui se passe aux États-Unis, ni sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Je ne vois pas très bien d'influence. Alors, quand on saura mieux, comment ça va se terminer? Parce que rien de tout ça n'est terminé, ni la guerre en Libye, ni les séismes au Japon. Il y a eu un nouveau séisme de magnitude 6 ce matin ou hier. Mais donc, quand tout ça sera terminé, on sera mieux à même de juger le coût global de ça, qui va le prendre en compte et ce que ça veut dire. Le Japon est un pays extrêmement riche, donc je ne suis pas sûr que ça ait encore une fois une influence bien au-delà de leurs frontières. Bonjour. Parmi tous les Bonjour. métiers d'immobilier, lesquels estimez-vous avoir le plus de potentiel développement? Lesquels conseillerez-vous aux jeunes diplômés?
J'ai toujours rêvé de faire un métier, non plus, ça j'en ai pas parlé, mais que je n'ai jamais réellement fait, c'est d'être promoteur, parce que tout le reste c'est de la finance appliquée à de l'immobilier, mais les deux seuls réels métiers les plus beaux ou les plus nobles, c'est ceux qui sont tout en amont, c'est-à-dire des métiers d'urbanisme, c'est-à-dire de décider ou de participer à une décision qui consiste à dire voilà comment on va, je suis le baron Haussmann, voilà comment on va changer la ville de Paris. Il n'y a pas mieux que ça que dans l'absolu. Alors là, on est un peu déconnecté de la réalité économique, de l'argent et tout ça, mais et ensuite celui d'après, c'est celui qui fabrique, le promoteur ou l'architecte, enfin les gens qui sont dans la réelle fabrication. Moi, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais la fabrication du marché Saint-Honoré, cet immeuble emblématique en verre au plein cœur de Paris, reste pour moi une expérience extrêmement intéressante sur tous les plans. J'ai appris plein de choses dans ce sujet de fabrication. Alors c'était pour compte propre, donc c'était un peu différent d'un pur métier de promoteur pour compte de tiers, mais dans la logique, c'était pas très différent. Donc, je ne sais pas si c'est ceux qui ont le plus de potentiel, en tout cas, c'est ceux que je mettrais en haut d'une liste de métiers de l'immobilier. Alors ensuite, tout le monde n'est pas à même de les faire, ou n'a pas envie de les faire, ou n'est pas capable de les faire. Donc, c'est pas forcément la réponse à votre question. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À côté. Est-ce que vous pouvez la reposer alors? Il comprend pas bien, donc. D'accord, pour un peu rétrécir parmi les métiers présents chez Allianz alors. D'accord, alors très bien. Alors, on va réduire ce monde. À qui elle envoie un CV? Moi j'étais parti, voilà. À qui elle envoie un CV? Si vous voulez travailler en France, il faut envoyer un CV à Olivier Vignol, olivier.vignol@allianz.com. Je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas. .fr. Et d'ailleurs, vous avez l'assistante d'Olivier Vignol qui est juste sur votre gauche, donc elle va prendre immédiatement votre CV et vous donner un rendez-vous dans la journée. Non, plus sérieusement, chez Allianz, qu'est-ce qu'il y a comme métier dans l'immobilier intéressant? Il y a un métier d'acquisition. Donc on a des gens à Paris, à Francfort, à Milan et à New York qui cherchent à acquérir du risque immobilier, dans le bon sens du terme, pour le compte des différentes compagnies d'assurance. Donc ça, c'est des métiers très intéressants. Il faut aimer les deals, il faut aimer les négociations, il faut aimer ça. Mais donc ça, moi je considère des métiers très intéressants. Et ensuite, on a partout dans toutes nos plateformes, on a des métiers d'asset management, c'est-à-dire de gestion d'actifs. On achète des actifs avec des business plans pour les gérer sur 10 ans, 15 ans. Et donc la gestion et l'exécution de ces business plans est un métier aussi très intéressant. À la fin de cycle, il y a des gens qui s'occupent de cession d'actifs. C'est un peu comme des acquisitions, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est aussi des métiers intéressants. On n'est pas aujourd'hui en train de céder beaucoup de gros actifs intéressants. On est plutôt dans du nettoyage de bilan des compagnies d'assurance en Allemagne et en France. Donc la typologie d'actifs est moins intéressante sur le plan immobilier. Vous nous avez parlé donc de votre carrière. Tout au long de votre carrière, vous avez accumulé énormément de compétences diverses et variées au travers de différentes expériences. Un réseau assez important. Vous nous avez également parlé des avantages et des inconvénients en fonction des structures dans lesquelles vous avez exercé votre métier. Alors pourquoi ne pas avoir essayé de monter votre propre structure avec tout ça J'ai un peu essayé d'y répondre tout ça. Plusieurs fois, je me suis posé la question. On se la pose au moment des ruptures, c'est-à-dire au moment quand vous êtes chez GE et que vous êtes en train de développer, de croître et tout ça, vous vous posez pas la question d'aller faire. En tout cas, moi, je m'en suis pas posé la question. C'est quand j'en ai commencé à en avoir assez de GE pour d'autres raisons que là, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai raisonné à chaque fois. Et à chaque fois, je vous ai dit, j'ai pris du temps. Chaque fois que j'ai eu des ruptures, que ce soit chez Paribas, chez GE ou chez même à la fin du CSFAL, j'ai pris du temps pour réfléchir et mettre les plus et les moins et les inconvénients. Puis ensuite, on finit par choisir. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait. Entre différentes options. C'est bien de se créer plusieurs options. Alors, il y a toujours une option de faire un truc soi-même. Et puis, il y a d'autres options. Et moi, les autres options que j'ai trouvées ou que j'ai eues, le dernier exemple, c'est quand je suis passé de chez GE à chez Allianz. Donc, j'étais chez GE, un chasseur de tête est venu me voir, j'ai discuté avec Allianz. Donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres idées ou d'autres options. Et je me suis dit, c'est plus intéressant, globalement. C'est, je sais pas quoi... plus riche, plus mondial, plus intéressant, mieux payé. Des tas de critères que vous pouvez vous mettre, sur lesquels on réfléchit, qui font pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et je pense qu'au fond de tout ça, je ne suis pas fait pour créer ma boîte. J'ai peut-être tort, mais il faut y croire. Non, je suis fait pour faire de la finance et de l'immobilier. J'ai mis 10 ans à le comprendre et à l'apprendre, à faire des tas d'autres choses, mais je suis fait pour faire ça. Je suis fait pour travailler avec les États-Unis tout le temps. Je suis chez moi à New York, je suis chez moi avec les Américains, je suis chez moi dans des discussions avec eux. Je suis fait pour faire ça. Je suis fait pour faire un certain nombre de choses
je ne suis pas fait forcément pour créer ma boîte. J'ai des copains qui ont créé leur boîte avec des réussites et pas de réussites. Il y a des choses, je ne sais pas très bien comment les expliquer, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ça, c'est un truc assez personnel qu'il faut vous poser tout un chacun, qui va de l'envie à la capacité, donc un certain nombre de choses. Et moi, je n'ai jamais eu ce déclic-là. Quand on crée un immobilier monde, quelle est la bonne échelle de temps pour le raisonnement? Enfin, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Mais à quel horizon raisonne-t-on? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est on lit que la population urbaine va doubler dans les 30 à 40 ans qui viennent. 9 milliards d'habitants prévus, 75% vivant dans les villes. Peut-être d'ailleurs devrait-on dire dans les bidonvilles. Mais qu'est-ce que ça implique, cette vision? Quelle est ta vision de cette question? Par exemple, les grandes mégalopoles vont-elles prendre encore plus d'importance, se connecter encore davantage entre elles, etc. La première question, c'était... La deuxième est tellement intéressante. L'échelle du temps, elle est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, se dire qu'on doit avoir un projet professionnel là où on est pour les prochaines 3 ans. Et puis, dans 2 ans, on reprend ces 3 ans. L'échelle du temps, elle est un peu comme ça. Quand je suis rentré chez Allianz, je leur ai dit, écoutez, pour votre programme de construire cette organisation mondiale dans l'immobilier, passer de 20 à 30 milliards et tout ça, on a besoin d'au moins 5 ans. Et j'ai dit, je ne suis pas capable de vous dire si c'est 4 ans ou 5 ans, mais enfin, prenons 5 ans. Ça fait 2 ans et demi que j'y suis, je suis au milieu des 5 ans. Est-ce que dans 2 ans et demi, j'aurai fini? La réponse est non. Donc, je ne renvoie pas encore à 5 ans, mais l'échelle du temps, elle bouge aussi avec la réalité. Et puis j'avais peut-être mal perçu, bien que je connaisse assez bien les grosses organisations mondiales et tout ça, les réticences qu'il y a, les baronnies locales dans différents pays, tout ça prend énormément de temps. Donc sur des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'immobilier en lui-même, mais qui sont plus des choses politiques. Et pour le temps de l'investissement? Pour le temps de l'investissement, on a le temps, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, donc on a le temps, donc on se refuse à faire des choses qui n'auraient pas de sens, on se refuse à être poussé par des... Moi je refuse, je dis à mon patron, très bien, donne-moi un objectif de volume dans l'année, une fois que tu m'as donné l'objectif de volume, on le met à la poubelle, ou en tout cas on en reparle tous les 3 mois, et on le change tous les 3 mois. Sinon ça n'a aucun sens, sinon tu forceras la structure et le système à proposer à la fin des investissements qui n'ont pas de sens pour remplir les objectifs, pour avoir de la rémunération variable. Et c'est complètement stupide. Donc il faut faire l'inverse de ça. Et il faut avoir le courage. En 2009, j'ai été voir mon patron, début 2009, j'étais là depuis 6 mois, et je lui ai dit, tu sais quoi, on va investir 0 dans les 6 mois qui viennent. Tu m'as donné 3 milliards d'objectifs pour l'année, on va faire 0. Pourquoi? Parce qu'en 2009, on n'avait aucune vision, enfin moi en tout cas, je n'en avais aucune en Europe, sur ce qui était en train de se passer, les valeurs, il n'y avait pas de transactions, il n'y avait rien du tout. Et donc de forcer ou d'essayer absolument de faire des choses n'a pas de sens. Il vaut mieux dire la vérité, expliquer pourquoi, et puis, voilà. Et puis les gens ne sont pas complètement stupides et ils peuvent comprendre. Donc ça c'est l'horizon temps. Alors les mégalopoles et tout ça, moi je suis un grand convaincu que pour les métiers que l'on fait, une partie importante, elle est liée à la taille. Et moi, j'ai dit toujours, il y a 4 grandes villes en Europe. Bien sûr, il y a Londres, bien sûr, il y a Paris, mais il y a Moscou et Istanbul. Aucune de ces 4 villes n'est parfaite. Une des moins mauvaises, c'est Paris, parce qu'elle est 10 millions d'habitants plus et dans la zone euro. Et pour des gens comme nous, c'est fondamental. Celle d'après, 10 millions plus, pas dans la zone euro, mais dans l'Europe, s'appelle Londres. Volatilité totalement différente. Et puis on arrive à 2 qui sont beaucoup plus sportives et beaucoup plus risquées. J'ai été de nombreuses fois à Moscou pour le compte de GE et tout ça. On n'a jamais fait aucune opération et on s'en est bien porté parce que je connais personne. Alors que sur le papier, ça devrait être dans la même logique et dans la même chose. Istanbul, c'est différent. C'est aussi 10 millions de personnes. On peut débattre à l'infini sur le plan politique ou pas. C'est ou pas dans l'Europe. En tout cas, c'est pas dans la zone euro non plus. C'est pas près d'y être, à mon avis. Et donc, ça pose des tas d'autres problèmes et d'autres risques. Mais on va commencer à essayer de réfléchir sérieusement à la Chine. Et la Chine, c'est un endroit extraordinaire pour se poser ce genre de questions. Parce que oui, il y a les 450 millions de Chinois qui vivent sur la côte entre Pékin et Hong Kong. Et puis il y a des 800 autres millions qui ne sont pas sur la côte, dont la moitié veut aussi aller sur la côte. Et au milieu, il y a des villes de 20 millions d'habitants dont personne n'a jamais entendu parler. Et tout ça, ça crée des problèmes, ou ça crée des sujets, ou des opportunités d'immobilier. C'est pas facile, étant européen, d'investir là-dedans, mais c'est des sujets auxquels on croit, et donc on va essayer d'aller là-dedans. Donc oui, je crois à ce genre de choses, ce genre d'évolution. On parlait brièvement avec Lalou du Brésil ce matin. Ça fait partie aussi des sujets qui, sur le plan immobilier, sont très intéressants. Mais le grand hic de ça, il y a 2 grands hics de ça pour nous, c'est les taux de change. On est mesuré à la fin de l'année en euros, rabattu ici, et toute la chaîne de la fiscalité.
Dieu sait que le monde adore fiscaliser l'immobilier. C'est vrai dans tous les pays, mais alors quand on fait d'un pays à un autre et tout ça, c'est... Si demain Pierre Mansat ou André Santini vous interrogent sur votre vision internationale des grandes métropoles, quels seraient les sujets, les recommandations que vous aimeriez leur apporter ? Vous pensez que j'ai réfléchi à tous ces sujets-là ? Je leur enverrai M. Graziani et M. Santini pour discuter sérieusement de comment traiter le sujet. Non, j'ai pas réfléchi à ça. La seule chose sur laquelle la seule chose sur laquelle je suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas, pour revenir à M. Santini, on ne peut pas sérieusement dire que Microsoft a un siège social à Issy-les-Moulineaux. C'est pas sérieux. Microsoft a un siège social à Paris, n'en déplaise à M. Santini. Il se trouve que ce Paris-là, légalement et physiquement, il est 50 mètres d'un côté du périph' par rapport à l'autre, et donc il s'appelle pas Santini, il s'appelle Issy-les-Moulineaux, mais c'est pas sérieux. C'est de ce truc tout simple et tout bête qu'il faut partir. Et on le décline comme ça, et ensuite on le décline à la fois sur du problème juridique, on le décline sur des problématiques de transport, on le décline sur des tas de choses. Ça pose des tas de problèmes politiques, ça pose des tas de choses qui, à mon avis, on est en France, quand il n'y a qu'à voir pour supprimer les conseillers généraux, ça met 25 ans et on n'y arrive toujours pas, etc. On est malheureusement dans des blocages de la situation française, de positions de gens qui ont des positions qui veulent pas que ça change, qui veulent pas que ça évolue, qui veulent pas qu'on fasse ce qu'on disait tout à l'heure. Mais donc le Grand Paris, voilà, il y a des millions, et j'adorerais apporter ce que je sais faire, si à tenter que j'en sache faire quoi que ce soit sur le plan de la gestion du management ou de la vision de la finance et de l'immobilier, apporter ça dans une discussion et dans un directoire de gens qui dirigent une évolution vers le Grand Paris. Mais pas faire de la politique. Voilà. La dernière question. Encore, oui, merci. Une dernière après une dernière après une dernière. Oui. Ma question, c'était au sujet de la stratégie d'Alliance. Est-ce que dans le cadre de ces acquisitions, Alliance favorise des immeubles arrivés à maturité avec des revenus sécurisés par des baux long terme, ou est-ce qu'Alliance envisage également, compte tenu qu'elle a la main longue, des immeubles dont la valorisation se ferait par leur transformation, leur restructuration ? Il n'y a pas de réponse simple à votre question. 2 secondes de philosophie de pourquoi un assureur investit dans l'immobilier. Un assureur investit dans l'immobilier parce que aujourd'hui, on prend le bilan d'Alliance, 89% du bilan, ce sont des obligations. Quand une obligation arrive à maturité, on rachète du papier de l'État allemand, 3,30% de rendement. 3,30% de rendement sur les actifs ne permet pas de faire fonctionner le business model d'une compagnie d'assurance. Donc, à partir de là, ils se disent qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Tiens, j'ai d'autres types d'actifs ou autres. Les actions, c'est très volatile, ça s'est démontré extrêmement volatile. Et ils ont plutôt réduit leur position action. Et tout ça, ça favorise ce qu'on appelle les investissements alternatifs, dont l'immobilier est la chose la plus importante. C'est de là que part toute cette logique. L'étape d'après, c'est de dire très bien, je vais faire de l'immobilier, mais si j'ai du 3,30% de rendement sans risque sur une obligation d'État allemand, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir de l'immobilier ? Il me faut du 5% de rendement. Il n'y a pas de chiffre magique, mais prenons 5% de rendement pour que ça paye les coûts et le risque de faire de l'immobilier plutôt que d'avoir une obligation allemande. Tout ça, ça emmène quand même, et c'est pour ça que je fais ce petit préambule, ça emmène quand même, pour répondre à votre question, à une logique qui est plus de je veux acheter des actifs immobiliers mûrs, loués, dans les villes, dans les grandes villes de la zone euro ou aux États-Unis. Et c'est ça ce qu'on a fait. On y a ajouté une dimension commerce, parce qu'il y avait très peu de commerce dans les 20 milliards d'actifs immobiliers. Et c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'opérations sur des centres commerciaux et qu'on va souhaiter continuer à le faire pour avoir une diversification du risque entre des bureaux et des commerces. Alors, donc ça, je dirais, c'est la réponse globale, totale du sujet. Ensuite, il faut la nuancer parce que, pays par pays, les appétits pour du risque immobilier un peu plus fort ont été différents, au moins dans le passé, et notamment en France, où il y a eu beaucoup plus d'opérations de restructuration immobilière en France qu'il n'y en a eu nulle part ailleurs, à part peut-être en Italie, mais en Italie c'était un peu par défaut. Donc, il est vrai qu'en France, il y a eu cette tradition-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins d'appétit pour le faire, mais je pense que quand on aura fait suffisamment du chemin dont on parlait avec Bernard tout à l'heure, on reviendra avec un volant, peut-être pour faire des choses moins traditionnelles et moins corps. Olivier, nous arrivons au terme. Le temps est venu maintenant pour toi de nous faire une brève conclusion sur cette matinée. Eh bien, c'est toujours pareil. Dans tous ces exercices auxquels j'ai participé, le moment le plus facile, le plus intéressant, le plus naturel, le plus vrai,
c'est quand je réponds à vos questions, plus que de déblatérer sur ma vie ou sur je sais pas quoi, ou sur mon enfance ou sur ce sur quoi vous m'avez fait parler. Je dis pas que c'est pas intéressant et tout ça, mais ça m'apporte pas grand chose à moi. Autre que par contre, voilà, j'essaye d'être vrai et moi-même en répondant à vos questions, mais c'est ce qui m'intéresse plus. Et l'élément le plus riche, c'est bien de dialoguer avec vous. Merci beaucoup, Olivier.